La poussière flottait comme une fumée sous la lumière déclinante, et au centre de l'arène de rodéo déserte se dressait une bête. Ténèbres, noire de jais et balafré, grattait le sol avec une force lente et déterminée. Son souffle formait un nuage dans l'air frais, ses yeux fixés sur la porte comme s'il attendait. Pas de colère, pas de peur, simplement prêt. Quelque part, quelqu'un était sur le point de tout changer, et le taureau le savait déjà. Dans le petit village de Valbrume, le rodéo annuel n'était pas seulement un événement, c'était un rituel. La fumée du barbecue dérivait sur le champ de foire, les bottes martelaient les gradins, et, sous le vacarme, une légende attendait derrière des barreaux d'acier, ténèbres. Aucun homme n'avait tenu 8 secondes sur son dos, la plupart ne tenaient pas 3. Certains n'avaient plus jamais remarché. Alain le micro-Moreau, la voix de la reine et roi des plaisanteries cruelles, leva le micro et sourit. 20 000 € pour celui qui sera assez courageux ou stupide pour monter le diable ce soir. Derrière les écuries, Mireille Durand essuyait la sueur de son front caché dans l'ombre. 14 ans, silencieuse, oubliée. Elle n'était même pas censée s'approcher du taureau, mais quelque chose en elle s'agita, non pas à cause du prix, mais à cause du regard dans les yeux du taureau. Ceci est une histoire de courage tranquille, d'instinct brut, et du moment où une fille a affronté un monstre et n'a pas été celle qui a scié. Mireille Durand avait de la terre sous les ongles, des callosités sur les paumes, et le silence l'enveloppait comme une seconde peau. À 14 ans, elle se déplaçait comme quelqu'un qui en aurait le double, prudente, invisible, et toujours à l'écoute. Elle vivait dans une cabane derrière les enclos des chevaux avec son oncle Gérard, qui buvait trop et parlait trop fort quand il le faisait. « Tu veux manger ? Alors travaille !» lui aboyait-il la plupart des matins, lui jetant une pelle avant le lever du soleil. Elle ne répondait jamais. Le père de Mireille était mort quand elle avait 9 ans. Tout le monde disait que c'était un accident de rodéo. Personne ne lui dit que c'était Ténèbres qui l'avait désarçonné si violemment que sa colonne vertébrale s'était brisée à la 3e seconde. Personne n'en avait besoin. Elle le savait. Elle se souvenait du silence qui s'était abattu sur la foule ce jour-là. Et comment personne n'était venu la voir ensuite. Maintenant, 5 ans plus tard, elle nettoyait les stalles et transportait le fourrage pour quelques pièces et un endroit où dormir. Le seul endroit où elle s'arrêtait jamais était près des enclos des taureaux. C'est là qu'il était. Ténèbres, massif, immobile, respirant lentement, comme un tonnerre sous la peau. Elle ne s'approchait jamais vraiment, se tenait juste derrière la clôture, le regardant regarder le monde. Les autres garçons de ferme riaient quand ils la remarquaient. « Hé, Durand !» raillait l'un d'eux. « Tu vas amadouer le démon ? Tu vas le monter ensuite ?» Les autres ricanaient, mais Mireille ne bougeait pas. Ses doigts restaient crispés sur la barre de métal froide. Son cœur ne s'accélérait pas par peur, c'était autre chose. Plus tard, ce jour-là, elle entendit l'annonce résonner à travers l'arène. 20 000 ! La voix d'Alain tonnait dans les haut-parleurs. À quiconque domptera Ténèbres pendant 8 secondes complètes. Des halètements et des sifflets explosèrent dans les gradins. Les ouvriers agricoles murmuraient. Certains secouaient la tête, d'autres ricanaient nerveusement. Mireille se tenait juste au-delà des boxes de départ, regardant la poussière se soulever alors que le taureau piétinait dans son enclos. Elle aurait dû s'éloigner. Mais alors, Ténèbres tourna la tête. Leurs regards se croisèrent pendant moins d'1 seconde. Juste un coup d'œil, mais cela lui coupa le souffle. Pas de rage, pas de folie. Reconnaissance. Cette nuit-là, après que les lumières de l'arène se furent éteintes et que la foule se fut réduite à des ombres, Mireille était assise seule à côté de la sellerie. Ses bras étaient éraflés. Sa chemise lui collait au dos à cause de la sueur. Mais dans ses mains, elle tenait quelque chose qu'elle n'avait pas touché depuis des années. Une ceinture de cuir craquelée. La ceinture de rodéo de son père. Celle qu'il portait le jour de sa mort. Elle l'avait trouvée par hasard, nichée au fond d'une boîte moisie sous les sacs de grains. Elle passa ses doigts sur les lettres usées gravées dans le cuir. Durand. Un côté était taché. Elle ne demanda pas pourquoi.
Mireille serrait la ceinture comme si elle pouvait la maintenir stable. Elle ne voulait pas 20 000 euros. Pas vraiment. Ce qu'elle voulait était plus simple, plus aigu. Compter, être vue, réécrire la dernière chose que son père ait jamais faite. Mais dès qu'elle se leva et retourna vers la clôture de l'arène, la voix de son oncle trancha l'obscurité. « Qu'est-ce que tu fiches ici ?» Les bottes de Gérard raclèrent le gravier derrière elle. Son haleine empestait l'alcool bon marché et la colère. « J'ai trouvé la ceinture !» commença-t-elle. Il lui arracha la ceinture des mains d'une gifle. « Il est mort comme un imbécile, et tu finiras pire si tu continues à fourrer ton nez où il ne faut pas. Je n'étais pas. Tu crois que quelqu'un veut te voir près de ce taureau? Ce n'est pas pour toi, c'est pour les hommes, pour les vrais cavaliers, pas pour les petites nullités qui nettoient la piste des stalles. » Il cracha par terre et se détourna. « Retourne à la cabane. » Elle ne pleura pas. Pas cette fois, mais derrière le box, caché dans l'obscurité de l'enclos, Ténèbres avait levé la tête. Ses oreilles frémirent, ses naseaux se dilatèrent. Il avait vu la gifle, entendu les mots. Et pour la première fois depuis sa dernière violente ruade, il se tint parfaitement immobile. Le lendemain matin, Mireille garda la tête baissée. Elle nettoya, nourrit, transporta. Elle ne parla pas. Mais chaque fois qu'elle passait devant le box, Ténèbres la regardait. Pas avec rage, pas avec menace, avec présence. Elle n'était pas sûre de pourquoi cela importait. Mais c'était le cas. Et d'une manière ou d'une autre, elle savait qu'il le sentait aussi. Samedi soir arriva, lourd de chaleur et de tension. Les gradins étaient bondés, la poussière flottait dans l'air comme du brouillard. Les tambours battaient, les lumières clignotaient, et Alain, le micro-Moreau, souriait derrière le micro comme un prêtre devant l'autel. « Et maintenant, cria-t-il, la voix s'étirant par-dessus la foule rugissante, le moment que vous attendiez tous, Ténèbres !» La porte du box trembla avant même que le taureau n'apparaisse. Un faible grognement d'anticipation parcourut les gradins. 2 aides tiraient sur des chaînes et criaient des avertissements. À l'intérieur de l'enclos d'acier, la bête heurta son corps contre les barreaux, soufflant si fort que l'air semblait vibrer. Alain leva sa main libre de façon spectaculaire. Et je le répète, 20 000 euros à l'âme assez courageuse pour monter ce diable pendant seulement 8 secondes. Halètement, sifflet, quelques rires. Mais personne ne bougea. Puis un nom murmura à travers la foule comme le vent, Lucas Fournier. Les têtes se tournèrent. Il était là, éperon brillant sous les lumières de l'arène, gilet serré, chapeau bas. Jeune, célèbre, invaincu dans sa catégorie. Un garçon en or, un pari sûr. Alain sauta sur l'occasion. « Lucas, l'invincible Fournier, mesdames et messieurs, qu'en dites-vous? Il est temps de prouver que vous êtes la légende que nous disons tous que vous êtes. » La foule scanda son nom. « Lucas, Lucas !» Lucas s'approcha du box. Il étudia le taureau. Ténèbres se figea au milieu d'un souffle, les yeux fixés sur l'homme. Pendant un instant, tout s'arrêta. Mireille regardait depuis les ombres, à côté des écuries, le cœur battant la chamade. La mâchoire de Lucas se tendit. Il regarda la foule, puis de nouveau le box, puis, doucement. Il secoua la tête. Une vague de confusion, puis de déception, puis des huées. Alain tenta de sauver la face. On dirait que certaines légendes aiment rester jolies. Des rires suivirent, mais pas du genre joyeux. Derrière les enclos, Mireille sentit quelque chose changer. Honte, incrédulité, colère, tout cela lui serrait les côtes. Elle se tourna pour partir, mais attrapa un reflet argenté dans la poussière, les éperons de Lucas. Il les avait enlevés avant de s'éloigner. Elle en ramassa un. Il était plus lourd qu'elle ne s'y attendait. Froid, intact, magnifique. C'est alors que la voix de Gérard la retrouva. « Tu rôdes encore, fillette !» aboya-t-il en titubant vers elle. « J'espère que tu ne penses pas à ce que je crois que tu penses. » Mireille ne répondit pas. Il se pencha près d'elle. L'haleine aigre. « Tu n'as rien à faire dans cette arène. Tu n'es rien. Ton père est mort en le prouvant. » Elle serra plus fort l'éperon, le métal s'enfonçant dans sa peau. Puis elle s'éloigna, vers l'arène. L'air extérieur était plus épais maintenant. Ténèbres piétinaient sur place, agitées. La foule était devenue nerveuse. Alain racontait des blagues qui ne faisaient pas vraiment mouche. La tension avait changé de forme, passant de l'excitation au doute. Et du bord de l'enclos, Mireille se tenait immobile,
une main sur la barrière, un œil sur le taureau, et le taureau sur elle. De sa poche, elle sortit la ceinture de cuir, l'enroula une fois autour de son poing, puis elle porta l'éperon à sa poitrine. Pas de projecteur, pas de foule pour elle, juste quelque chose de vieux et de douloureux, prêt à lui brûler les os. Cette nuit-là, le silence ressemblait à un avertissement. Personne ne la vit venir. La foule était trop occupée à maugréer. Alain, le micro, Moreau, était trop occupé à taquiner le prochain cavalier qui n'arriva jamais. Même Gérard avait disparu derrière une bouteille, quelque part près des stands de nourriture. Mireille traversa la terre battue d'un pas léger, ses bottes s'enfonçant dans le sol de l'arène comme si elle y appartenait. Elle ne se pressa pas, elle ne tressaillit pas, elle marcha simplement, passant devant les juges, devant la porte, jusqu'au côté du box d'acier. Laide, confuse, se tourna. « Hé, gamine, tu ne peux pas !» Mais elle tendait déjà la main vers la corde. Ténèbres se figea. Pour la première fois cette nuit-là, le taureau cessa de bouger. Pas un frémissement, pas un souffle gaspillé. Leurs regards se croisèrent à nouveau. Plus près cette fois, Mireille murmura. « Tu te souviens de lui, n'est-ce pas ?» Personne d'autre ne pouvait entendre. Elle tira le loquet. Avec un craquement assourdissant, la porte s'ouvrit violemment. Ténèbres explosa dans l'arène comme une tempête, les sabots frappèrent la terre, les muscles déchirèrent l'air, la foule hurla, se levant d'un bond, puis ils la virent, minuscule, mince, se déplaçant à travers le chaos. Elle grimpa sur la clôture d'un mouvement fluide et se laissa tomber à l'intérieur, halètement, cri. Un des juges hurla d'arrêter le combat. Un autre courut vers la porte. Mais alors, non! Sa voix trancha la folie. Ils se figèrent, le taureau aussi. Ténèbres tourna tout son corps pour lui faire face. Il souffla une fois. Fort, ses sabots creusèrent une tranchée dans la terre. Mais il ne chargea pas. Mireille se tenait droite. Elle ne scia pas. Ils se tournèrent autour, deux figures attirées par quelque chose de plus ancien que les applaudissements. Il rua une fois sur place, la testant. Elle ne bougea pas. Il piétina. Elle s'avança. Puis elle leva la main. L'arène entière sembla retenir son souffle. Elle toucha son cou, là où son père avait autrefois placé un ruban après une victoire. Ténèbres ne se cabra pas, ne se tordit pas. Il resta là, immobile. Parce qu'à ce moment-là, dans une mer de bruit, de regards et de jugements, elle était la seule en qui il avait confiance. Pendant un instant, personne n'applaudit, personne ne respira. Ténèbres se tenait immobile au centre de l'arène, ses muscles tendus mais calmes, la poussière se déposant comme de la neige autour de ses sabots. Et à ses côtés, Mireille. Sa main reposait toujours sur son cou, sa respiration lente, mesurée. Puis quelqu'un dans les gradins murmura « Est-ce qu'elle le monte ?» Une vague d'incrédulité traversa la foule. Alain, le micro, bégaya dans le micro. « Ça, ce n'est pas réglementaire, les amis. Elle n'est même pas. Qu'est-ce qui vient de se passer, bon sang ?» Un des juges s'avança. « 8 secondes sont déjà passées. » Un autre ajouta. « Plutôt 10. » Ténèbres baissa enfin la tête. Mireille déroula la ceinture de son père de sa main et la glissa doucement dans la poche arrière de son pantalon. Puis, calmement, elle grimpa sur son dos. Pas de sel, pas de sangle, juste du souffle et de la volonté. Le taureau bougea, un sabot en avant, puis s'arrêta. Il ne rua pas, ne frémit même pas. Le temps sembla s'étirer, se courber, puis se briser. Le chronomètre numérique sur le tableau d'affichage brillait en rouge, 12,6 secondes. Elle glissa à terre comme si elle descendait d'un perron, les pieds au sol, les yeux droits devant. Elle ne sourit pas, ne pleura pas, resta simplement là. Le silence se brisa. Puis, il rugit. Les gradins tremblèrent sous les acclamations. Les gens se levèrent. Des inconnus applaudissaient, sifflaient et criaient son nom, bien que la plupart ne le connaissent même pas encore. Alain leva le micro, cette fois sans sarcasme. « Mesdames et messieurs, je ne sais pas ce dont nous venons d'être témoins, mais ce n'était certainement pas rien. » Près de la porte, un des aides murmura « Il n'a jamais fait ça. » Avec personne. Un autre ajouta « Elle a calmé la tempête. »
Mais juste à l'extérieur de l'arène, une autre sorte de tempête se préparait, et elle n'avait rien à voir avec des sabots ou des cornes. Oncle Gérard tituba vers la clôture, le visage rouge et ivre, la colère bouillonnant dans ses yeux. Il se fraya un chemin à travers les badauds et agrippa la porte à deux mains. « Tu crois que ça fait de toi quelqu'un » hurla-t-il. « Tu crois que ça efface ce que tu es » Mireille se tourna lentement. Son corps était immobile, mais ses yeux aussi fermes que la pierre. « C'est juste une fichue gamine » cria Gérard en direction de la foule. « Et ce taureau, il a tué son père. Personne ne s'en souvient ?» Un silence s'abattit sur les gradins. Mireille ne tressaillit pas. « Je me souviens, » dit-elle. « Chaque jour. Tu veux le suivre dans la tombe ?» aboya Gérard, maintenant à l'intérieur de l'arène. « Tu crois que ça te rend forte ?» Il se jeta sur elle, et c'est alors que Ténèbres bougea. Vite, plus vite que quiconque ne l'aurait cru possible pour une chose aussi massive. Il se planta entre Gérard et la jeune fille, les naseaux dilatés, la tête basse. Un grognement profond et guttural vibra de sa poitrine. La foule haleta. Gérard s'arrêta net. Ténèbres ne chargea pas. Il n'en avait pas besoin. Juste un pas en avant, et Gérard recula. Non par peur de la mort, mais du jugement. La voix d'Alain, le micro, résonna derrière le silence. On dirait que le taureau sait ce que la famille est censée être. Mireille posa doucement une main sur le flanc du taureau. Et pour la première fois depuis des années, Gérard n'eut plus rien à dire. Il se tourna, trébucha et disparut dans l'obscurité derrière les gradins. La menace avait disparu, mais Mireille le savait au plus profond d'elle-même. Il n'en avait pas encore fini. L'arène ne s'était pas calmée. La foule, encore vibrante de ce dont elle avait été témoin, se tut à nouveau quand Alain, le micro, leva le micro. Sa voix n'était plus moqueuse maintenant. Elle était basse, peut-être même respectueuse. « Eh bien, dit-il, presque pour lui-même, je suppose que nous l'avons tous vu, mais la question demeure, peut-elle le monter pour de vrai, officiellement ?» Il regarda les juges. « Lancez le chronomètre. Pas de truc, pas de raccourci. Voyons ce qui se passe quand la fille affronte le taureau. » La porte s'ouvrit à nouveau, Mireille s'avança. Ténèbres n'avait pas besoin de corde ni d'aide. Il attendait, calme et prêt. Elle ajusta son appui, sortit la ceinture de sa poche arrière et la noua fermement autour de son poignet. Pas pour la prise, mais pour la mémoire. Puis, avec la même détermination tranquille qui l'avait menée si loin, elle grimpa sur le dos du taureau. Pas de musique, pas de compte à rebours, juste la fille et la bête. Et puis il bougea. Pas lentement, pas doucement. Il explosa. Ténèbres se lança dans les airs, les pattes arrière ruant si haut qu'il faillit se retourner. Le sol trembla sous l'impact de chaque réception. Il tourna brusquement à gauche, puis à droite, puis rua si violemment que la poussière recouvrit les gradins inférieurs, comme du brouillard. Le chronomètre démarra. Mireille tint bon. Son corps bougeait avec lui, ne luttant pas, ne forçant pas. Elle ne le montait pas comme une conquérante, elle le montait comme quelqu'un qui comprenait la douleur, qui savait ce que signifiait être craint et incompris. 4 secondes. Ténèbres se tordit en plein vol. Le sable vola comme des étincelles. 6 secondes. La foule se leva. Gérard n'était nulle part en vue. Alain, le micro, se pencha par-dessus la barrière, murmurant « Allez, ma fille, encore un peu. 7, 8, 9. » La sonnerie hurla dans l'air. Mireille était toujours là. Ténèbres s'arrêta. Net. Plus de combat, plus de fureur. Elle glissa lentement, les jambes tremblantes mais fermes. La foule explosa. Les gens jetèrent des chapeaux en l'air. Les enfants criaient. De vieux ranchers s'essuyaient les yeux et ne prétendaient pas que c'était la poussière. Alain, le micro, laissa tomber le micro à son côté. Sa voix se brisa alors qu'il parlait sans amplification. Elle l'a fait. Mireille marcha jusqu'au centre de l'arène. Elle se tourna une fois vers le taureau, qui se tenait maintenant face à elle comme un gardien, pas une menace. Et elle inclina la tête. Pas devant la foule, devant lui. La bête que personne ne croyait pouvoir dompter n'avait jamais eu besoin d'être domptée. Il avait juste besoin d'être vu. Une semaine plus tard, la poussière était retombée, mais la ville n'avait pas oublié.
Une nouvelle photo était accrochée à l'entrée du terrain de rodéo, en noir et blanc, encadrée. Mireille Durand, une main reposant sur l'encolure de ténèbres, tous deux debout en silence comme une tempête qui avait choisi de ne pas éclater. Pas de fanfare, pas de gros titres, juste du respect. Oncle Gérard avait fait ses valises 2 nuits après l'événement et avait disparu sans un mot. Personne ne demanda où il était allé, personne n'en avait besoin. Mireille, quant à elle, se vit offrir une place dans un camp d'entraînement pour jeunes cavaliers à l'autre bout de la région. Elle accepta, mais seulement après avoir vérifié Ténèbres une dernière fois. Elle le trouva dans l'enclos extérieur, près du bord de la clôture, loin des autres taureaux. Quand il la vit, il ne tressaillit pas, ne chargea pas. Il baissa simplement la tête. Elle s'approcha, lente et assurée, et posa doucement sa main contre son cou épais et balafré. Aucun mot ne fut échangé entre eux. Aucun n'était nécessaire, parce que parfois, ce qui nous sauve ne parle pas, il ressent simplement. Peut-être connaissez-vous quelqu'un comme Mireille, quelqu'un de silencieux, négligé, portant plus de force que quiconque ne peut le voir. Ou peut-être, cette personne, c'est vous. Si cette histoire a remué quelque chose dans votre poitrine, un souvenir, un silence, un nom que vous n'avez pas prononcé depuis des années, alors ne le gardez pas pour vous. Laissez un commentaire, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de croire à nouveau au courage tranquille. Parfois, les moments les plus puissants ne viennent pas des cris, ils viennent du fait de rester immobile, de tenir bon quand personne ne pense que vous le pouvez. Et si vous êtes toujours là, j'aimerais savoir, d'où regardez-vous dans le monde? Cela signifie plus que vous ne le pensez, de savoir jusqu'où l'histoire d'une fille et d'un taureau peut voyager. Merci d'en faire partie. Et jusqu'à la prochaine fois, restez courageux.